Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bienvenue sur Politique sous influence, votre émission qui décode les réseaux sociaux. Chaque semaine, avec Juliette Briens, nous rebobinons pour vous les fils Insta, Twitter, Twitch et Facebook pour vous aider à comprendre qui, comment et pourquoi cela buzz en France. Bonjour Juliette. Bonjour Guillaume, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter sur le hashtag PSI comme politique sous influence. Alors cette semaine, PSI, hashtag PSI vous parle de Marlène Schiappa et de son sens inné du spectacle. Et lorsque l'on parle de Marlène Schiappa, Juliette, on en vient rapidement à parler de cheveux. Nous allons donc vous parler de problèmes capillaires, de la youtubeuse Léna Situation et de cyberharcèlement dénoncé par Combini. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi vous parler d'union de la gauche ou plutôt d'union impossible de la gauche. Et puis Juliette, comme les fêtes approchent et que nous sommes le week-end, vous allez nous emmener à la campagne, à la découverte, redécouverte des paysages français et à la découverte d'un drôle d'influenceur, Antoine, le Bear Grylls. Bien de chez nous, un mélange entre Bear Grylls d'après lui et Stéphane Bern. Allez, c'est parti pour le buzz de la semaine. Cette semaine, Juliette, les réseaux ont encore montré toute leur influence et Marlène Schiappa a encore fait parler d'elle. Et oui, elle a fait parler d'elle, elle a créé un gros malaise sur les réseaux sociaux. Dans sa lutte contre les violences faites aux femmes, la ministre de la Citoyenneté a choisi d'inviter des stars de la télé-réalité afin d'obtenir leur concours dans la diffusion de messages de prévention gouvernementaux. C'est pas forcément idiot, vu que les influenceuses de question, les Maïsan, les Méo, Isabeau, Léna, c'est ça? Victoria Méo, Isabeau, Léna et Neverly. J'ai révisé mes fiches. Voilà, toutes des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, stars de la télé-réalité. Et une énorme communauté de jeunes. Exactement, tout simple. Et donc c'est pas bête. Mais c'était plutôt bien vu, je pense, de la part de la bouillonnante Marlène. Hélas, c'est le comportement de ces starlettes pendant la réunion, avec des gros guillemets, qui a provoqué l'ire de nombre d'internautes, parce que sur les réseaux, les jeunes femmes ont publié, entre deux placements de produits, des vidéos se mettant en scène dans les bureaux de la ministre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on était peu habitués à ce genre de démonstration sous les ordres de la République. Ouais, c'est parti en cacahuète. On aurait dit un épisode des Marseillais à Beauvau ou Nabila à Matignon. C'est un peu ça. Et dans une ambiance donc de télé-réalité, on a pu voir l'une des participantes, par exemple, découvrir quel poste occupait justement Marlène Schiappa au sein du gouvernement, tandis que l'autre s'amusait d'avoir le portrait de Manu, c'est comme ça qu'elle appelait le président de la République, derrière elle. Et on y entend ensuite Marlène Schiappa se lancer dans une anecdote afin de comparer ses invités et leur légitimité à Pablo Picasso, rien que ça. Et pour terminer, le bouquet final, l'apothéose. Est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa? Tu veux des cocktails? Eh ben, y'en a pas! Voilà. Très casse-tête comme ambiance. Des danses, des chants, des rigolades, pas de masque, très peu de gestes barrières. Twitter a explosé comme à son habitude. Pour nombre d'internautes, c'est la consternation, le délitement, la désacralisation de l'État. Ouais, c'est pas une ambiance très Castex compatible ou très Véran compatible, j'ai l'impression. Mais ça, tu plais à l'ambianceur Florian Philippot, non? Ouais, sauf qu'il ne s'est pas privé de tacler Marlène Schiappa et la tartufferie du gouvernement. Son tweet, je le cite, français. Portez le masque, interdit de danser, arrêtez les pauses, stop à la convivialité, obéissez, sinon amende, sanction et contrôle. Mais pendant ce temps-là, Marlène Schiappa, elle, s'amuse. Ouais, c'est fait ce que je dis, faites surtout pas ce que je fais. Voilà, alors Marlène Schiappa a fait une boulette ou quoi? Mais est-ce qu'elle a fait une boulette ou est-ce qu'on est finalement un peu trop boomer pour notre propre bien? Est-ce qu'on n'a pas compris finalement? Elle a quand même les stars de la télé-réalité ont dès la sortie du bureau de Marlène Schiappa posté des liens vers des sites de prévention. Comme on l'a dit, elles sont suivies par des milliers de jeunes, des millions ça même. vaut peut-être bien une désacralisation, on va voir. Peut-être. En tout cas, on va s'éloigner un instant des boomers, Juliette, et on va revenir sur les réseaux. Vous allez nous parler, je crois, de la manière dont un pur player a dénoncé le cyberharcèlement tout en devenant un peu victime de harcèlement lui-même, c'est ça? Oui, et on rappelle donc que Pure Player déjà signifie un média qui n'opère qu'en ligne, qui a des contenus uniquement en ligne, pas de papier donc. C'est ça. Et l'un de nos Pure Players préférés, on en a déjà parlé ici sur Politique sous influence, c'est Combini. Bien sûr. Et Combini s'est engagé cette semaine contre le harcèlement en ligne. Et qui était victime de ce harcèlement en ligne? Eh bien, c'était Léna Situation. Vous la connaissez peut-être. C'est une youtubeuse. Oui, vaguement. Voilà, oui. très mignonne, de 2 millions d'abonnés, avec un contenu très good vibes, comme on dit. Voilà, c'est vraiment mignon. Elle a aussi écrit un livre récemment. Et elle a pris une décision inattendue cette semaine. Elle a supprimé son compte Twitter.
Mais par quoi et par qui? Pourquoi est-ce qu'elle a été harcelée, cette Léna Situation? Pour plein de raisons différentes, mais d'après Léna, la principale raison qui a justifié cette soudaine décision et cette hostilité, c'est sa nouvelle coupe de cheveux. Sa nouvelle quoi? Ouais, sa nouvelle coupe de cheveux, voilà. Donc, mais bon, les gens peuvent être vraiment, peuvent être insupportables. Donc on lui faisait des mauvaises blagues, on lui demandait de lisser ses cheveux, bon, des méchantes moqueries. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un univers parallèle sur les réseaux. Vous êtes en train de nous dire que des gens une youtubeuse célèbre qui a pas la bonne coupe de cheveux peut se faire harceler, c'est ça l'idée? Oui, c'est un peu ça. Donc c'est effectivement un problème. Apparemment, c'est parti loin puisqu'il y a même des gens qui se sont ramenés jusqu'à son domicile. Ah oui, c'est pas drôle ça. Voilà. Et Combini a pris la mesure de cette tragédie capillaire, mais non, vraie tragédie quand même. On ne se moque pas quand même, parce que je pense qu'elle a vraiment... c'est pas de notre genre en plus. Mais en tout cas, le Pure Player a immédiatement volé à la rescousse de Léna en postant un message pour demander aux gens de laisser Léna tranquille, de laisser tout le monde tranquille. Et comment les réseaux ont pris cette défense de Léna? Et justement, en fait, en ligne, ça a été un peu l'effet inverse. Beaucoup d'internautes ont pris d'assaut le tweet de Combini pour dénoncer quelques oublis de la part du média Bobo bien pensant. Où étiez-vous pour Mila? Où étiez-vous pour Tanguy? Ce sont les questions les plus fréquemment posées. Ouais, pas nécessairement à tort, parce que Mila, on ne connaît que trop cette jeune femme menacée de mort dans notre pays. On rappelle qu'en France, le blasphème est autorisé, mais elle vit sous constante protection policière maintenant. Et Tanguy, je crois que c'est le jeune patriote noir qui a été aperçu derrière Éric Zemmour lors du meeting de Villepinte. C'est ça, c'est bien lui. Tanguy David, il a 18 ans et a décidé de s'engager en faveur d'Éric Zemmour. Mais lorsqu'il apparaît pour la première fois sur une photo à ses côtés lors de sa tournée littéraire, Tanguy va prendre une des plus grosses vagues de harcèlement de l'année. Pourquoi? Parce qu'il est noir et Tanguy en a fait les frais. Des milliers de messages lui ont été envoyés, toutes plus horribles les uns que les autres. Les autres, nègres de maison, bounty, tout y est passé. C'est charmant. Affreux, mais également de graves menaces de mort et de décapitation pour lesquelles il a porté plainte. Son nom se retrouve désormais très souvent en tendance des sujets les plus discutés sur Twitter. Et Tanguy continue à faire preuve de courage, même si sa vie a en quelque sorte basculé. Et laissez-moi deviner, je ne suis pas certain que Combini ait volé à son secours. Exactement, et c'est bien ça le problème, la gauche woke, qui voit habituellement du racisme partout et jusque dans nos aliments, n'a pas levé le petit doigt pour Tanguy. Apparemment, pour Combini, défendre Léna Situation et sa coupe de cheveux, c'est plus noble que de dénoncer les menaces de mort racistes. C'est-à-dire, c'est bien dommage. Le titre d'un roman, ça c'est du très grave racisme, mais qu'un jeune noir soit menacé d'être décapité, ça c'est pas grave. Voilà, et donc c'est bien ce que les internautes ont dénoncé. En réalité, le cyberharcèlement, c'est pas du tout à prendre à la légère, c'est le moins qu'on puisse dire. Selon l'ONG Plan International, 65% des jeunes Français âgés de 15 à 25 ans ont déjà été victimes de harcèlement en ligne. Oui, il faut rappeler surtout que lorsque ce harcèlement est assorti d'insultes et de menaces, c'est un délit passible de 4 ans de prison, de 45 000 € d'amende. Et je crois que le ministre de l'Éducation nationale est assez conscient du problème. Absolument, c'est un combat que Jean-Michel Blanquer a décidé de prendre à bras-le-corps au sein des écoles, puisque, écoutez bien, rien que depuis le début de l'année, on recense 18 suicides de jeunes victimes de harcèlement scolaire, notamment sur les réseaux sociaux. C'est atroce. Les réseaux ont bel et bien transformé notre société pour le meilleur et parfois, comme on le voit, pour le pire. On va parler heureusement d'un sujet plus léger, c'est presque un sujet que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre, c'est l'effondrement spectaculaire de ce que l'on avait jadis coutume d'appeler la gauche. Ce qu'il en reste se donne en spectacle, pour le meilleur pas sûr, pour le pire voire, pour le rire en tout cas. La gauche en mode toupie est-elle en train de se faire harakiri sur les réseaux? C'est juste après. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Alors Juliette, vous nous dites qu'Anne Hidalgo a semé la zizanie au sein de la gauche. Elle a rétréci la gauche en 24 heures. Finalement, Sandrine Rousseau ne s'est pas qualifiée à la primaire des Verts, mais il y a un je ne sais quoi de Sandrine Rousseau chez Anne Hidalgo en fait. Un côté Jeanne d'Arc des woke qui entend des voix, des appels à l'union, tout ça, expliquez-nous. Eh oui Guillaume, je ne vous conseille pas de partir en vacances avec Anne Hidalgo. D'abord, il doit y avoir des travaux un peu partout et puis plein de petits bonshommes en trottinette qui zigzaguent. Mercredi fut en effet une journée forte en rebondissement dans la tête d'Anne Hidalgo. Entre le matin et le soir, elle avait totalement changé d'avis, 180 degrés. Elle n'était plus du tout d'accord avec elle-même. Jugez plutôt le matin d'abord sur France 2. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, une union qui serait
serait perçue comme artificielle parce qu'il y a des candidats qui depuis très longtemps sont déclarés, ne fonctionnerait pas. Ce qu'il faut, c'est revenir par les questions de fond. Quel est le projet qu'on propose aux Français? C'est ça le thème d'une élection présidentielle. Ça n'est pas de savoir dans la course des petits chevaux qui a renversé la table pour faire en sorte que le petit cheval avance plus vite. Une union de la gauche, mais enfin, que dites-vous là? C'est ridicule, ça ne marchera jamais. Mais quelques heures plus tard, revirement complet, volte-face, tour de trottinette avec salto arrière. Et donc Anne Hidalgo vient de changer totalement d'avis. Elle s'est invitée aux 20h de TF1 pour expliquer aux Français qu'elle n'est plus du tout d'accord avec la Anne Hidalgo du matin, et ça donne ça. Il faut organiser une primaire de cette gauche, arbitrée par nos concitoyens. Je sais qu'ils seront très nombreux, très nombreux à vouloir y participer parce qu'ils souhaitent retrouver l'espoir. Et moi, j'ai pris acte de cette situation. Je sais que si nous ne faisons pas ce rassemblement, il n'y aura pas de possibilité pour cette gauche de continuer à exister dans notre pays. Et vous savez, Gilles Boulot, la République, notre République, ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu l'apport de la gauche. Ah oui, là, on dirait qu'elles sont plusieurs dans sa tête, en fait. Qui est la vraie, c'est une question, mais... ou alors peut-être qu'il y a une autre hypothèse, Juliette. Vous savez, au fond de la classe, les élèves qui n'ont pas de bonnes notes, parfois une de leurs techniques, c'est de faire un peu les intéressants. C'est peut-être ça, à moins que ce soit une sorte d'appel à l'aide pour la sortir de cette ornière à 3%. Quoi qu'il en soit, si sa proposition d'union était sincère et sérieuse, encore faudrait-il qu'elle rencontre des candidats, des postulants, des gens pour se prêter à ce concours des petits chevaux, non ? Eh bien, justement, dès le lendemain matin, Yannick Jadot répond de manière cruellement ferme chez nos confrères d'Europe 1 au micro de Sonia Mabrouk. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte à la gauche, vous ne participerez pas à une primaire de la gauche. Non. Quoi qu'il arrive, vous ne changerez pas d'avis. Je ne participerai pas à une primaire de la gauche parce que l'élection, c'est dans 4 mois et demi. Qu'il faut être un peu sérieux. Vous savez, moi j'ai rassemblé toute la gauche et les écologistes au printemps pour travailler un socle commun. Et je l'ai toujours dit, ce socle commun, aujourd'hui, et tout le monde le reconnaît, il doit se faire autour de l'écologie. Bon, bah ça c'est dit au moins, mais ils avaient déjà fait leur primaire, bon, c'est un détail. Donc pour Yannick Jadot, c'est non. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Fabien Roussel, Parti communiste. Alors pour lui, il est d'accord pour une union, mais derrière lui. Ah oui. Nous avons, cette spécificité, cette originalité à travers ma candidature, ce défi des jours heureux que je propose, et qui fait que s'il y a un rassemblement, moi c'est l'invitation que je fais à Anne Hidalgo et à Arnaud Montebourg, s'ils doutent de leur candidature, mais travaillons ensemble, et effectivement travaillons à un programme, enfin puis un programme commun, nous les communistes, on sait ce que c'est. Voilà, et quant à Jean-Luc Mélenchon, son silence était assourdissant pour les pauvres oreilles de Madame Hidalgo. Ses lieutenants ont d'ailleurs donné des indices plutôt clairs sur sa position. Par exemple, les tweets d'Alexis Corbière se moquant largement de la candidate PS. Je cite, on s'y perd, Madame Hidalgo annonce ce soir sur TF1 exactement l'inverse de ce qu'elle a déclaré le matin même sur France 2. L'appel a donc un peu fait pchit, mais c'était sans compter sur Arnaud Montebourg, qui lui plaidait déjà pour une candidature commune et qui avait justement publié sur son Twitter le jour même un communiqué appelant en ce sens à un appel au peuple de gauche. Mais le vrai spectacle n'avait pas encore commencé, Guillaume. Hier matin, Arnaud Montebourg a fait son show sur les réseaux sociaux. Pour le plus grand bonheur des internautes, il s'est lancé dans une campagne téléphonique. On écoute. Bonjour Anne, c'est Arnaud. J'espère que ça va. Écoute, ce serait bien qu'on se parle. Tu as mon téléphone, rappelons-nous. Amitié. Bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg. J'espère que ça va. Écoute, ça serait bien qu'on se parle. Veux-tu me rappeler? Amitié. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile. Amitié. Amitié. C'est SOS Amitié là. Pauvre Arnaud, personne ne lui répond au téléphone. Sur les réseaux, les moqueries vont bon train. Jean-Marc Morandini qualifie Anne Hidalgo de risée d'Internet dans un article partagé sur Twitter. Le hashtag primaire de la gauche fait beaucoup parler de lui, mais est entièrement consacré à des blagues sur le fait que la candidate n'ait même pas pris le temps de se changer pour venir dire exactement l'inverse de ce qu'elle avait raconté le matin même dans la même tenue. Mais bon. Écoutez. Et Montebourg, lui, est raillé par les internautes pour son fameux Amitié. Amitié, ciao, oh. Au secours, le directeur de communication d'Arnaud Montebourg est porté disparu, lance un internaute. Et pour conclure avec cette blague de Patrick Sébastien, Anne Hidalgo me fait marrer avec ses histoires de primaire de la gauche. C'est comme si le dernier peloton voulait changer les règles du Tour de France. Petite précision, Arnaud Montebourg a fini par avoir des réponses. Il a eu
Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon au téléphone. Est-ce qu'on l'écoute Bilan des opérations téléphoniques de la journée. Ce matin, Jean-Luc Mélenchon au téléphone. Un entretien cordial de haute qualité. Il a dit non. Il ne veut pas le faire. Il ne le fera pas. Il pense qu'il peut gagner seul. Ce soir, Anne Hidalgo, pour elle, c'est la primaire où elle maintiendra sa candidature. Voilà, nous avons un tout petit peu progressé. Pour le reste, je continue ma campagne téléphonique. Et donc il va ouvrir un call center. J'ai presque un peu de peine pour... En tout cas, il a le sens vraiment de l'euphémisme et de la mise en scène. En réalité, bon, c'est assez cruel cette blague de Patrick Sébastien, mais c'est pas faux. On récapitule. Le candidat du PC, Fabien Roussel, répond niet. Le candidat de ELV, Yannick Jadot, répond nein. Le candidat LFI ne répond pas. Et Arnaud Montebourg répond why not. C'est pas gagné. Alors pour en parler, nous recevons Juliette Méadel, ancienne porte-parole du Parti Socialiste, ancienne ministre du gouvernement Hollande. Vous êtes avocate, haut fonctionnaire. Vous venez de publier Un impérieux besoin d'agir aux éditions de l'Observatoire. Juliette Méadel, bonjour et bienvenue sur Politique sous influence. Bonjour Guillaume. Alors avec qui Madame Hidalgo va-t-elle concourir à la primaire? Avec elle-même? Vous savez, cette histoire de primaire, moi, j'ai toujours été favorable aux primaires. J'ai participé à 2 expériences tout à fait réussies au Parti Socialiste. C'était la primaire de 2006, où il y avait Ségolène Royal contre Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn. Là, ça avait plutôt bien marché. Un super débat de haute tenue, avec du fond, une candidate investie à plus de 60%, donc aucun problème de légitimité. Et une deuxième expérience de primaire, qui était la primaire de 2011, Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry, merci, Laurent Fabius, voilà, Martine Aubry, Laurent Fabius et Arnaud Montebourg à l'époque, dans le cadre du Parti Socialiste, et à nouveau avec des débats intéressants. Donc les primaires, c'est une bonne chose, mais les primaires, ça se prépare en avance. En 2017, vous passez vite sur 2017. Hein, et puis, 2017, il y a eu, en effet, vous avez tout à fait raison. Non, mais vous avez raison. Vous voyez, 2017, c'était aussi au sein du Parti Socialiste un petit peu élargi. Ça a quand même été un débat qui s'est bien tenu. Bon, mais qu'est-ce que ça dit tout ça? Ça dit que des primaires, ça marche quand on est d'accord sur le minimum syndical. Donc quand ça se fait entre membres d'une même famille politique, et où on signe d'ailleurs... Là, il y a deux arguments. Hein. C'est à l'intérieur d'un parti, ce que vous dites, ou d'une famille? D'une famille politique, parce que 2017, souvenez-vous, 2017, c'était un petit peu élargi, ça n'était pas que des candidats du Parti Socialiste. Et ça a quand même marché. Bon. Donc, il faut un corpus minimum, il faut une cohérence, un minimum de cohérence. Mais qu'est-ce qui est proposé là? Là, c'est une primaire qui est proposée avec la France Insoumise, le Parti communiste, le PS et les Verts. Souvenez-vous, on n'a jamais vu de primaire organisée aussi largement. Ça fait large, voilà. Mais ça n'a jamais existé. Jamais. Alors, du coup, c'est complètement invraisemblable. Et du coup, les primaires élargies comme ça, qu'est-ce que ça s'appelle comment? Ça s'appelle un premier tour de l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, il y a toujours eu, y compris quand François Hollande a gagné la présidentielle, un candidat France Insoumise, un candidat PC, un candidat d'extrême gauche, un candidat vert. Et ça n'a pas empêché de gagner. Quelle autre chance à la gauche d'accéder au second tour aujourd'hui? Aujourd'hui, non, mais moi, je vais vous dire, ça m'attriste, parce que c'est ma famille politique, la gauche. Ouais. La réalité, c'est qu'il manque un diagnostic partagé sur l'état de la situation. La France est dans un état dramatique au sens de sa représentation par rapport à la démocratie. On a des fractures territoriales majeures, on a des fractures sociales, on a des fractures identitaires qu'on n'avait jamais vécues auparavant. Et quand vous pensez qu'aujourd'hui, pour vous faire soigner au service d'urgence, vous arrivez dans des services qui sont fatigués, avec des agents qui sont épuisés, avec des médecins qui démissionnent tous les jours, avec des agents sur le terrain qui sont les agents de sécurité, les forces de l'ordre qui sont elles aussi épuisées, qui sont sous tension, avec une justice où vous avez aujourd'hui 5000 magistrats qui sont quasiment dans la rue et qui protestent parce qu'on a la justice la plus pauvre d'Europe. Je vais voter pour vous et je vais me redécouvrir de gauche. Non, mais attendez. Mais le problème, c'est que les candidats aujourd'hui ne tiennent pas à ce discours-là. Si vous voulez, il y a quand même un paradoxe parce que on a quand même l'impression, nous, en tant que citoyens, que c'est un peu un jeu de télé-réalité. Elle dit la course des petits chevaux, mais c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez Yannick, appuyez sur 1, si vous voulez Jean-Luc, appuyez sur 2, Arnaud 3, etc. En fait, c'est vraiment un peu le tout à l'ego. Vous dites que c'est en dehors de la famille politique et du parti, c'est vrai, mais finalement, il y a plus de choix idéologiques et c'est réduit à des questions de personnes. C'est un paradoxe quand même. Non, parce qu'en politique, parfois, il faut être assez simple. Quand vous ne pensez pas du tout la même chose que quelqu'un, vous n'allez pas lui proposer artificiellement de vous mettre d'accord.
Vous vous souvenez ce qui s'est passé au moment des élections régionales ? Où il a été proposé à la dernière minute de faire des accords. Alors en Ile-de-France, on allait jusqu'à la France Insoumise, mais on faisait pas la même chose parce qu'en fait, la candidate de la France Insoumise, elle était un petit peu, pas tout à fait, mais on pouvait quand même se mettre d'accord. Et puis dans d'autres endroits, Carole Delga a eu raison de pas faire l'accord local avec les Verts et la France Insoumise. Et du reste, les endroits, les régions où la gauche a gagné, où le Parti socialiste, c'est-à-dire ce que j'appelle la gauche de gouvernement, a gagné, ce sont les régions où les candidats sont restés, si j'ose dire, droits dans leurs bottes, c'est-à-dire cohérents avec ce qu'ils ont toujours été, cohérents avec eux-mêmes, où ils ne sont pas allés chercher des alliances qui... Il ne faut pas prendre les électeurs pour des idiots. Ils savent bien qu'il n'y a pas d'accord sur le fond. Donc quand il n'y a pas d'accord sur le fond, on se bat pour ses idées, puis on se bat pour être le plus fort. Votre diagnostic est très clair, finalement, docteur Méadel. Ça veut dire que si ça avait été à l'intérieur du PS, il y aurait eu un véritable débat sur le fond, mais que là, ça artificialise les choses, c'est ça ? Mais bien entendu, et d'ailleurs, moi, je pense que le Parti socialiste aurait dû organiser des primaires au bon moment. Les primaires étaient dans les statuts, nous nous étions battus à l'époque pour qu'ils le soient. C'était un progrès, et c'est donc une régression de les avoir supprimés. Alors, nous sommes avec une femme de gauche, une vraie, pas extrémiste, pas wokiste, pas centriste, non, vraiment à gauche, cela existe encore, et Sud Radio l'a même invitée. Juliette Méadel, elle revient pour nous expliquer comment réanimer ce grand cadavre à la renverse qui est devenu la gauche, et tout de suite après. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Alors, comment sauver la gauche en mode PLS, la gauche zombie ? Que reste-t-il d'ailleurs de la gauche ? Pour en parler, politique sous influence a la chance de recevoir une femme que j'aime beaucoup, parce que c'est une véritable guerrière politique qui n'en reste pas moins incroyablement féminine. Une guerrière et pas une girouette, elle est restée à gauche, elle a gardé sa boussole, résolument laïque, résolument sociale, avocate, haut fonctionnaire, élue, secrétaire d'État aux victimes sous le quinquennat de François Hollande. Elle vient de sortir Un impérieux besoin d'agir aux éditions de l'Observatoire. Juliette Méadel, comment vous expliquez que le total des voix de gauche ne dépasse pas 25%? D'abord parce qu'à l'intérieur de ce total des voix, il y a des options très différentes. Le programme de Jean-Luc Mélenchon et son projet, historiquement, n'a pas grand-chose à voir avec celui du Parti socialiste. Attendez, il vient d'où, Jean-Luc Mélenchon ? Et effectivement, vous avez raison de le dire, il vient du Parti socialiste, mais il a pris des options très différentes. Jean-Luc Mélenchon, quand il était ministre de Lionel Jospin à l'enseignement professionnel, était, on peut le dire, un social-démocrate, assez classique. Il a voté Maastricht, d'ailleurs. Plutôt première gauche. Bon. Il était tout à fait sur l'idée qu'il fallait bien négocier avec le marché. Vous savez ce que c'est que l'apprentissage et l'enseignement professionnel, il faut discuter avec les entreprises. Et puis, Jean-Luc Mélenchon a changé. C'était un républicain, ferme, convaincu, engagé, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la ligne de la France Insoumise soit très républicaine. Pardon, Juliette, mais jusqu'en 2017, il était très républicain quand même. Oui, mais il a changé. Oui, il a changé. Moins lui-même, qui, je le crois, individuellement est un républicain, que son entourage. Et les positions de la France Insoumise aujourd'hui, à mon sens, alors pas toute la France Insoumise, mais une partie des militants de la France Insoumise, à mon avis, ne sont pas du tout cohérentes avec le Jean-Luc Mélenchon de l'époque. Mais il a plié. Il a plié. Et écoutez, moi je ne veux pas commenter ce qui se passe à la France Insoumise, mais donc pour vous répondre à votre question, qui est une question importante, effectivement, il y a une gauche qui est très divisée, et même si on l'additionnait, ces 25% restent encore faibles, c'est-à-dire que c'est un étiage qui est encore inférieur au score du premier tour de François Hollande en 2012, mais également du premier tour de Ségolène Royal en 2007. Donc si globalement, je vous suis, quand on est laïque, quand on est républicain, il faut faire un barrage, il faut faire un cordon sanitaire à l'égard autour de la France Insoumise. Écoutez, je crois que d'abord la priorité, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à avoir un discours, un bon diagnostic sur l'état de la situation en France et dans notre pays. Je pense vraiment que si Éric Zemmour aujourd'hui remplit des salles, s'il réussit à avoir des soutiens... combien de temps on allait tenir sans parler de lui. Mais parce que c'est un fait politique qu'on ne doit pas masquer. Je veux dire, il ne faut pas se boucher les oreilles et fermer les yeux. Il y a cette réalité-là. De quoi est-elle le nom ? Elle est le nom d'une France aujourd'hui dont une partie se sent exclue. Pourquoi elle se sent exclue ? Parce que l'État-nation a été affaibli depuis une trentaine d'années. L'État est en souffrance. On a critiqué l'État. C'est justement l'État-nation qu'Éric Zemmour veut ressusciter. Oui, alors on va parler de ces solutions après qui sont à mon avis bancales. Mais parlons du diagnostic d'abord. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, dans notre système de santé, dans nos hôpitaux. Regardez ce qui se passe
au niveau de la chancellerie sur ce. Pourquoi les procès sont-ils devenus aussi longs? Pourquoi les magistrats sont en souffrance? Il y a encore eu un suicide de magistrate. Que se passe-t-il dans nos prisons? Je me suis occupée des questions de radicalisation lorsque j'étais au gouvernement. Aujourd'hui, les prisons françaises sont des universités de la radicalisation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez de place et qu'on n'arrive plus à isoler les détenus qui ont été incarcérés pour des faits de radicalisation terroriste. Ça vous paraît fondamentalement anti-républicain de renvoyer les étrangers incarcérés chez nous? Moi, je crois que lorsqu'on est en situation irrégulière et que l'on a été condamné pour des faits de radicalisation, on doit évidemment être reconduit à la frontière. Mais c'est évident. Je comprends même pas qu'on ait un débat à ce sujet-là. Il y a un moment, vous savez, où il faut remettre les choses à leur place. Et pourquoi je tâche une telle importance à l'État-nation? Mais parce que c'est la réponse à toutes les inégalités. C'est la réponse aux inégalités sociales. C'est la réponse aux inégalités territoriales, aux fractures identitaires. Et quand l'État s'affaiblit, quand l'État s'effrite, quand ses agents sont épuisés, eh bien, la seule solution, c'est de se dire l'État-nation, c'est important. Donc déjà, valorisons-les. Comment se fait-il qu'ils se sentent aussi délaissés, ces agents publics? Comment se fait-il qu'ils soient aussi fragilisés? Dites-vous bien que si notre État-nation tient debout aujourd'hui, si les hôpitaux sont debout, si on a quand même réussi à faire face à la crise sanitaire malgré tout, si il y a encore heureusement l'ordre public est respecté dans la rue et si quand même la justice fonctionne et si elle a fonctionné pendant la crise sanitaire, c'est parce qu'il y a des agents qui sont dévoués. Non mais on est bien d'accord. Ils sont dévoués. Oui, mais on ne le dit pas assez. Mais une conversion. On critique, et Éric Zemmour le premier. Il est le premier à critiquer l'État, à critiquer la fonction publique sans arrêt. Aujourd'hui, il n'y a que 20 000 agents de l'État dans tous les territoires. Alors que dans les collectivités locales, par exemple comme à Paris ou à Nice, il y en a plusieurs dizaines de milliers. J'entends bien, mais revenons sur le diagnostic de la gauche. En fait, il y a deux conversions qui sont une seule et même conversion. Il y a la conversion au marché, la conversion à l'Union européenne. Mais en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire dépasser l'État-nation et en fait installer la logique du marché partout, y compris dans l'hôpital d'ailleurs, partout. Bon, c'est bien la gauche aussi qui a fait ça, d'accord avec la droite. En fait, vous savez bien ce que disait Séguin. Voilà, les politiques de droite ou de gauche, ils ont le même grossiste, c'est Bruxelles. Mais bien sûr qu'on peut critiquer la façon dont l'Europe s'est construite. Moi, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec l'idée qu'on n'aurait jamais dû aller sur le dogme des 3%, que, en fait, la seule boussole sur les politiques publiques, ça a été la réduction budgétaire, et que il y avait que ça. C'est vrai. Et je pense que c'était une erreur. Maintenant, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Faut pas jeter l'Europe. Quel surtout bébé? pas. C'est un avorton? Non, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. On a quand même besoin, aujourd'hui, dans le monde actuel, on a besoin que l'Europe soit forte. Seulement, il faut la reconstruire. Vous croyez encore au projet européen? Moi, je crois au projet européen, mais je crois qu'il faut vraiment le redessiner. Vous voyez, je trouve que l'Europe, maintenant, intervient sur des sujets sur lesquels elle ne devrait pas intervenir. Donc, par exemple, sur les questions du temps de travail de nos militaires, comme cet été, le droit européen n'a pas à dire à la France que les militaires doivent faire tel et tel temps de travail. C'est pas son boulot. Donc le retravailler en faveur de notre souveraineté. Mais il est évident que les questions que j'appelle régaliennes, c'est-à-dire la sécurité, mais même la santé publique, la justice, la question des prisons, notre droit, et même l'éducation, d'une certaine manière, ça doit rester du national, c'est nos prérogatives. Trop fine, Juliette Méadel, pour ne pas voir que ça vient de Bruxelles, tout ça, tous ces mais si, c'est un carcan. Pas que, et c'est ce que j'explique dans mon livre. Moi, je crois que si on a une parole forte au niveau du chef de l'État, du reste, il l'a dit cet été sur la question du temps de travail des militaires, si la France affirme et défend sa souveraineté sur le sujet régalien, attention, sur ces questions-là, nous nous ferons davantage respecter, et il n'empêche que sur d'autres sujets, nous devons aller plus loin et améliorer le fonctionnement de l'Europe. Vous voyez, sur la question migratoire dont vous parliez tout à l'heure, bon, d'abord, il faut renforcer les moyens de Frontex, c'est-à-dire aux frontières extérieures de l'Union. Frontex, qui est donc la police qui s'occupe des allées et venues à l'extérieur de l'Union pour rentrer dans l'Union européenne, n'est pas assez dotée. Donc il faut Frontex. Deuxièmement, avec A27, on n'est pas tous d'accord sur les politiques migratoires. Vous avez remarqué, vous aussi. Par exemple, il y a des pays comme la Hongrie avec lesquels on n'a rien en commun. Oui, eux, ils veulent vraiment une frontière. Oui, mais d'accord, mais donc on n'a rien en commun avec eux. Donc moi, je suis pour des coopérations renforcées sur certaines questions comme les questions migratoires. On doit redessiner la manière dont l'Europe se construit. Merci infiniment, Juliette Méadel. Un impérieux besoin d'agir. Je rappelle votre formidable bouquin aux éditions de l'Observatoire. Et d'ailleurs, si vous passez dans les environs de Montrouge, et je vous conseille de passer à Montrouge, rendez-vous
rendez-vous aujourd'hui même à la librairie Le Bonheur de 15h à 17h30. C'est bien ça, Juliette? C'est bien ça, pour une dédicace, absolument. Parfait, j'espère que j'aurai droit à la mienne. La campagne électorale peut encore être covidée de sa substance avec interdiction de meeting et vote électronique. En attendant, on va voir, mais en attendant, je vous propose, Juliette Briens, que vous nous fassiez découvrir l'un des très rares effets bénéfiques de la Covid. Je crois qu'on dit de la Covid. Oui, c'est vrai. Et on va passer de la campagne électorale à la campagne tout court. C'est juste après la pub. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Voilà, nous allons découvrir un drôle de citoyen, un baroudeur, un aventurier, le Bear Grylls français, remixé avec Stéphane Bern, Dixit Antoine lui-même, himself, il est là en plateau, on va lui donner la parole dans quelques instants. Et avant ça, Juliette, vous allez planter un peu le décor, parce qu'on dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres, et c'est effectivement le cas avec cette pandémie. Le Covid, évidemment, c'est un cauchemar qui a coûté la vie à des millions de personnes, mais certains de ces très rares effets involontaires sont révélés bénéfiques. Et vous allez nous emmener, pour le comprendre, Juliette, dans la campagne, dans nos magnifiques campagnes de France. C'est Antoine qui va nous amener. Mais c'est vrai que les fermetures des frontières et les nombreuses restrictions sanitaires ont forcé nombre de Français à rester sur le territoire national au lieu de voyager à l'étranger pour les vacances. Notamment cet été, puisque 85% des Français qui sont partis en vacances sont restés en France, soit 10 points de plus que la normale. C'est 9 millions de Français qui, habituellement, partent à l'étranger et qui sont restés cette année dans l'Hexagone. Et c'est pour cela que vous voulez nous faire découvrir donc Antoine, un jeune influenceur qui cartonne auprès des jeunes et qui leur fait partager sa passion du patrimoine naturel français. Exactement, je l'ai découvert sur Instagram. Vous avez maintenant 10 000 abonnés sur Instagram, ça, 25 000 sur TikTok, parce que je suis allée voir aussi sur TikTok. Et vous faites donc ces courtes vidéos, courtes ou plus longues, mais où vous faites découvrir à vos abonnés, qui sont aussi un public, j'imagine, assez jeune, les paysages français, le patrimoine. Vous partez en canoë-kayak, vous construisez des tipis. Donc il y a un peu de survivalisme à la Bear Grylls. On rappelle que Bear Grylls, justement, c'est un survivaliste un ancien américain. des forces spéciales britanniques. Voilà, qui a une émission où il se débrouille dans la nature avec très peu de matériel et qui apprend. Oui, le gars se fait parachuter en slip au pôle Nord, quoi. C'est un peu ça. Et avec donc, un canif, un opinel, et il met 15 jours pour rentrer. C'est ça. Exactement. Et vous, Antoine, c'est un peu ce que vous avez repris comme créneau et vous en profitez pour faire donc découvrir ce paysage français à vos. Tout à fait, tout à fait. Il y a vraiment deux intentions derrière ma démarche. La première, déjà, c'est de montrer qu'on peut vivre des aventures en France, que c'est un pays qui se prête vraiment aux aventures. On va se retrouver dans des paysages qui peuvent parfois être ou dans des environnements qui peuvent parfois être hostiles, et où la nature où l'aventure prend vraiment tout son sens. Ça, c'est vraiment ma première démarche, de montrer qu'on peut vraiment rentrer dans une aventure en restant en France. Et la deuxième, à travers ces aventures, donc, c'est de montrer un petit peu la diversité et la beauté, la richesse du patrimoine naturel français, qui est pour moi une grande fierté. J'ai énormément de plaisir justement à déambuler dans ces paysages qui sont variés. Je prends énormément de plaisir à découvrir mon pays, à le redécouvrir. Et à le faire redécouvrir. Et à le faire redécouvrir, exactement. Vous avez tout vu là? Vous êtes allé partout? Non. Et je serais un homme comblé quand j'aurais réussi à découvrir toute la France. Vraiment, non. Pour l'instant, je me suis vraiment cantonné pour l'instant sur l'est, le sud-est et le sud du pays. Il me reste encore le sud-ouest et puis voilà un petit peu et les dom-toms, effectivement. Ouais. Mais en fait, l'idée qu'on a, c'est quoi? C'est le Mont-Saint-Michel, c'est les villages en Provence, c'est la route des vins du côté de l'est. Et en fait, on n'a pas cette idée qu'il y a une nature sauvage en France. Alors, est-ce qu'il y a encore une nature à l'état sauvage en France, et où? Faites-nous voyager un peu là. Bien sûr. Par exemple, je suis allé plusieurs fois dans le Cantal. Le Cantal, c'est pas forcément la région qu'on cherche à vendre le plus en France. Voilà, c'est pas la première idée qu'on a quand on exactement. Mais dans le Cantal, il y a des plateaux d'herbes rases à perte de vue où on a vraiment l'impression d'être seul au monde, d'être dans les steppes de Mongolie. Donc c'est pas la peine d'aller sous la Yourte avec 10 heures d'avion, vous allez dans le Cantal, non, et c'est bon. Complètement. J'ai eu l'impression d'être en Laponie quand je me promenais dans le Jura. J'ai eu l'impression d'être dans la jungle. Encore une fois, dans le Cantal. Le Cantal, c'est vraiment pour moi une région qui est
Vous leur faites propre. plaisir là, s'ils nous écoutent. Oui, bah voilà, je suis pas payé par le Cantal. Mais bon. Non, c'est une région qui définirait même pour moi la France dans sa diversité de paysages, vraiment. Ceci dit, il y a quelque chose que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, apparemment il y a des loups aux abords de Fontainebleau. C'est-à-dire qu'en fait les loups sont remontés, ont passé les Alpes, sont remontés d'Italie, et il y a un repeuplement naturel des loups. Donc tout à fait. Faut faire gaffe quand on dort dans le Cantal la nuit, non? Alors je suis pas un spécialiste des loups, mais effectivement vous avez raison, ils sont revenus naturellement d'Italie en 1992, quelque chose comme ça. Et les loups, voilà, ce sont des animaux nomades, ils peuvent parcourir 100 km par jour. Donc moi ça m'étonne pas du tout qu'on en ait observé vers Fontainebleau. Et il y en a quand même dans pas mal de régions de France, mine de rien. Oui. Mais justement, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un côté chasse et pêche aussi dans ce que vous faites dans votre contenu, ou c'est vraiment plus de l'aventure Alors, vous pêchez, parce que Bear Grylls, pour survivre, il doit pêcher, il doit manger des insectes, tout type de choses. Je suis pas. Il n'a pas Deliveroo, Bear Grylls, non. Je vous confirme. Moi, je vais pas m'improviser pêcheur ou chasseur parce que je suis vraiment ni l'un ni l'autre. En revanche, hormis le poisson, la viande, il y a d'autres aliments qu'on peut manger qui sont tout à fait comestibles. Par exemple, les orties. J'ai fait les soupes d'orties, les tartinades d'orties. Non, pas du tout. Pas du tout. Et vous savez quoi, vous pouvez même les manger comme ça, les feuilles d'ortie. En fait, il y a juste le dessus de la feuille et la tige qui sont piquants. Si vous la prenez par le dessous de la feuille, vous pouvez la manger comme ça. Ça a le goût un peu de fan de radis. Et voilà, en les cuisant, vous pouvez en faire des soupes, des tartinades. La soupe aux orties, des tartinades d'ortie. Des tartinades d'ortie. Donc ça fait partie des petits tips que vous donnez à vos internautes, à la communauté. Exactement, voilà, c'est ça. Et moi, j'ai fait un truc je vais pas raconter ma vie, mais on m'avait fait manger des insectes. C'était vraiment un peu crado quand même. Vous avez fait ça, vous faites ça, vous, pour tenir le coup? Vous prenez de la protéine? Quand j'étais petit, j'ai dû manger 2-3 fourmis, mais c'était genre juste pour. Donc vous amenez de quoi tenir, parce que là, si vous ne pêchez pas, vous chassez pas, et vous mangez quand même, alors comment vous faites? Non, évidemment, non, je pars quand même. Avec un peu de nourriture. Il y a quand même. Je suis pas un survivaliste. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de montrer toutes ces aventures qui sont possibles. Donc, effectivement, Juliette en parlait tout à l'heure. J'ai descendu la Loire en canoë, pas toute la Loire. Il me reste encore une petite partie à faire, mais j'ai traversé aussi les Alpes. Tout seul. Je fais tout seul. Le but, voilà, c'est vraiment de montrer que c'est accessible à la plupart d'entre nous. J'ai aussi traversé les Alpes du nord au sud sur 26 jours avec un sac à dos. Ah oui, c'est plus chaud ça. Ça représente à peu près 600 km, il y a 30 000 mètres de dénivelé positif et autant négatif. Et voilà, c'est une aventure qui est vraiment extraordinaire, que je conseillerais vraiment à tous vos auditeurs de faire. Par le GR5 en partant de Saint-Gingolph, un petit village frontalier au sud du lac Léman. Et puis on arrive à peu près entre 26 et 30 jours plus tard à Menton. Donc il faut avoir un petit niveau sportif quand même. Ouais, mais j'avais jamais fait de trek de ma vie avant. J'avais jamais fait de randonnée au long cours avant. Et quand j'ai parlé à ma famille, quand je leur ai raconté que j'allais faire ça, ils m'ont tous pris pour un fou. Ils m'ont dit mais t'as jamais fait ça avant, comment tu vas le faire? Et finalement c'était très bien. Et bien géré. Il me semble que vous avez, ça c'est une très très bonne nouvelle pour vous, signé pour une émission de télévision. Vous allez nous en parler? Tout à fait. C'est Canal+ qui m'a fait confiance là-dessus. C'est une émission qui va s'appeler Antoine l'Aventure. Antoine l'Aventure. Je rappelle que sur Instagram et sur TikTok, votre nom c'est Antoine Explore la France. Exactement. Merci de le rappeler. C'est Antoine Explore la France. Cette émission va s'appeler Antoine l'Aventure, donc, mais ça va être une émission qui va être adressée aux enfants. Le but, voilà, moi, ce que je cherche vraiment à faire depuis plusieurs années, c'est montrer aux enfants, les sensibiliser à la beauté du patrimoine naturel français. C'est un patrimoine qui me tient vraiment à cœur de défendre. Et donc voilà, cette émission va parler de ça à travers des petits épisodes de 13 minutes. Un épisode va se dérouler dans une région et on va déjà découvrir des paysages, mais on va aussi apprendre et découvrir des techniques liées, voilà, à la survie, à la débrouille, comment faire un feu, comment se repérer avec une boussole, tout en découvrant les magnifiques paysages du Mercantour, du Luberon, du Massif central, de la plaine de la Loire, etc. Ce qui est vraiment fascinant, je trouve, c'est qu'il y a une sorte de redécouverte et d'envie du patrimoine et du terroir avant même qu'il y ait la crise Covid. En fait, la crise Covid a précipité ça. Mais en réalité, les gens, et notamment, est-ce que vous diriez que c'est un phénomène générationnel, ce retour à la fois à la nature et à redécouvrir la France?
Moi, je pense qu'il y a une vraie volonté des Français aujourd'hui de se retrouver sur des valeurs communes. Et le patrimoine naturel en est une, comme le patrimoine gastronomique ou le patrimoine culturel, construit, historique. Il y a des grandes figures qui défendent le patrimoine. Je pense notamment à Stéphane Bern. On pense forcément à lui. Dont vous revendiquez le fils caché. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pour la petite blague. Mais effectivement, oui, je pense qu'il y a un vrai regain, en tout cas aujourd'hui en France, de partir à la redécouverte de ce qui fait l'identité et le charme de la France. Donc la diversité des paysages, la richesse gastronomique, l'histoire qui est évidemment riche et belle en France. Et voilà, c'est autour de ces valeurs-là, j'ai l'impression que les Français ont envie de revenir. Et ce contrat que vous avez signé avec Canal+, vous diriez que le Covid vous a aidé à le signer Tout à fait, voilà. Tout à fait. Et alors, c'était pas gagné d'avance parce que forcément, la première crise du Covid, premier confinement, moi je venais justement Mais comment fait un aventurier à l'heure du confinement vous êtes signé un mot pour vous-même, pour vous traverser les Alpes? Non, c'est ça. Je m'autorise à traverser les Alpes. Je pouvais plus partir. Comme tout le monde, on a tous respecté le confinement à la lettre. Pour moi, c'était terrible parce que je venais de me mettre au chômage justement pour multiplier ces aventures. Et là, je me retrouve avec le Covid qui, justement, m'empêche de partir. Bon, là, je vous avoue que j'ai accusé un petit peu le coup. Mais au déconfinement, en fait, comme on pouvait plus partir des frontières, on a vraiment cherché à mettre en avant, justement, ce patrimoine qui était vraiment riche. Il y a eu le hashtag qui a bien marché cet été, Je visite la France. Qui a été lancé par vous? Non, on est très hashtag ici. On adore les hashtags. Qui a été... il me semble que c'est Stéphane Bern, encore une fois, qui l'a bien repris. Je crois pas que ce soit lui l'initiateur de ce hashtag, mais voilà. Et effectivement, au déconfinement, du coup, tout le monde ne parlait plus que de voyager en France. Ça a eu une certaine cote, une certaine popularité. Et il fallait remplacer les touristes aussi. Il y a des régions qui ont fait des chiffres incroyables au niveau du tourisme. Bien sûr. Mais moi, je m'en réjouis parce que vraiment, les Français ont pu à ce moment-là redécouvrir leur pays, et c'est important, je pense, aujourd'hui de revenir là-dessus. Si vous deviez nous donner une région préférée, vous avez dit le Cantal tout à l'heure, mais est-ce que c'est vraiment votre région préférée? C'est une région où j'ai une petite histoire parce que je me suis fait justement plusieurs fois rattraper un petit peu par le réel dans le Cantal. C'est-à-dire que... Vous avez fait peur aussi un peu? Je l'ai complètement sous-estimé. Oui, complètement, oui. Vous avez sous-estimé le Cantal? J'ai sous-estimé le Cantal. Pour moi, c'était une montagne molle avec de l'herbe trop verte, des vaches trop grasses, etc. Une petite montagne. C'est clair que c'est pas l'Annapurna, on est d'accord. Exactement, voilà. Et en fait, j'y suis allé en plein hiver et je me suis retrouvé coincé en haut d'un col sous le blizzard. J'étais évidemment tout seul. Des températures négatives extrêmes et voilà, je voyais vraiment pas un mètre devant moi. Je marchais sur des crêtes. Into the wild, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment ça, ce message que je veux faire passer, c'est que si les gens veulent vivre des aventures en France et être dépaysés, pas besoin de partir loin pour vivre une aventure. Vraiment, restons en France, au moins pour découvrir un petit peu ce retour à l'aventure. Je crois qu'il vaut mieux préparer son aventure aussi. Il faut la préparer, évidemment. Ouais, voilà. N'y allez pas comme moi, comme ça. Mettre un petit quand même. Je vous conseille vraiment d'aller regarder les vidéos d'Antoine Explore la France sur ses réseaux sociaux. J'ai pris un petit exemple justement d'une de vos vidéos où en fait vous transmettez une telle bonne humeur que voilà, je me suis dit qu'on allait la passer. Salut TikTok, c'est Antoine. J'explore la France. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. Je me trouve à Orléans, là où je m'étais arrêté il y a 3 semaines lors de ma descente de la Loire en canoë. Vous le voyez, il est juste derrière moi, prêt à partir, tout comme moi. Et puis alors, le grand tronçon qu'on va faire pendant ces prochains jours, ça va être de partir de Orléans pour aller jusqu'à Tours. C'est une partie de la Loire qui est incroyable puisque c'est là où en fait il y a tous les châteaux de la Loire. Donc je vais faire de mon mieux pour vous les montrer et puis j'espère qu'on pourra les visiter parce que voilà, il y a quand même des petites restrictions sanitaires en ce moment. Je sais pas si vous avez suivi. Voilà, donc j'aime bien vous emmener vraiment les internautes avec vous sur votre canoë et vous avez on entend le sourire, on n'a pas l'image ici sur Sud Radio, mais on entend en tout cas la bonne humeur à travers vos vidéos. Donc bon, bravo, c'est très sympa. Merci en beaucoup. Tout cas. On encourage les internautes et les auditeurs à vous retrouver, et puis on vous retrouve bientôt sur Canal+ aussi. Merci Guillaume Bigot. Antoine L'Aventure. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. La journée continue sur
Sud Radio. Restez avec nous juste après le journal. On va retrouver On parle auto avec Laurence Perrault et avec Jean-Luc Moreau. On va parler voiture et environnement. Quelle voiture est la plus verte? Nos amis vont vous répondre. À très vite. Sud Radio, c'est comme ça que vous l'aimez. Il faut des